Bonjour à tous, vous êtes à l'écoute de Radio Résistance, une émission de réinformation et de commentaires de l'actualité enregistrée le 15 mars 2014. Au micro, Alexandre, animateur par intérim en remplacement de l'animateur habituel. Autour de la table, mes invités sont Thibaut de Chasset. Bonjour. Le chef national du Renouveau français. Paul Thor, militant nationaliste berrichon. Bonjour. Et Sylvain Maubranche, collaborateur de Contre-Info de la région nantaise. Bonjour à tous. Pour commencer, nous avons décidé d'aborder une nouvelle fois dans l'actualité le sujet de l'Ukraine. Une actualité brûlante qui ne cesse de se déployer de manière complexe et qui nécessite un certain décryptage. Paul, pour commencer ? Non, je crois pas. Alors, à mon avis, il y a beaucoup de choses à dire sur cette question ukrainienne qui prend d'ailleurs aujourd'hui des proportions mondiales. Et il y a plusieurs aspects qui se mêlent, notamment un aspect géopolitique qui a tendance en France, en tout cas dans nos milieux, à prendre le pas, à mon avis, sur d'autres aspects qui méritent d'être soulignés. Donc on va pouvoir peut-être y revenir. La crise ukrainienne s'est déroulée en plusieurs étapes. On en avait un petit peu parlé la dernière fois, mais depuis, l'eau a coulé sous les ponts et on est désormais au bord de la guerre, à cause de la Crimée et des vues du Kremlin sur cette province peuplée majoritairement de Russes. Il y a pas mal de choses à dire, vous voulez qu'on commence par... Mais, excuse-moi, je te coupe, mais de la guerre, tu penses vraiment qu'il y a un risque de guerre entre l'Ukraine et la Russie ? Moi, je ressens pas vraiment ça. En tout cas, il y a des manœuvres russes à la frontière ukrainienne. Il y a peut-être un petit risque, mais bon, c'est pas une hypothèse à exclure totalement à mon avis, même si en effet, mais du moins j'espère, le risque est minime. En tout cas, chacun montre ses muscles et il y a une épreuve de force au moins diplomatique sur cette question. Même s'il n'y a pas de volonté de part et d'autre d'arriver à une guerre, le fait que les troupes russes se déploient en Crimée et qu'il y ait des manœuvres aux frontières ne nous met pas à l'abri d'un accident qui dégénérerait en affrontement. Oui, bon, c'est sûr. On ne peut jamais impunément à sortir les chars et à montrer sa puissance militaire. En tout cas, c'est des événements d'une gravité certaine. Pour revenir aux fondamentaux de la crise, il serait peut-être bon de rappeler les différents points qui font que cette crise est complexe. Le premier, c'est le point ethnique, savoir que l'ouest de l'Ukraine est peuplé d'Ukrainiens ukrainophones, avec une grosse proportion de chrétiens uniates qui sont rattachés au Vatican, avec d'autre part des chrétiens orthodoxes ukrainophones. Et puis dans l'ouest, dans l'est, des populations russophones qui ont été russifiées culturellement et ethniquement suite au repeuplement du génocide, puisqu'il ne faut pas oublier que Staline a provoqué un génocide par famine en Ukraine et que derrière, pour repeupler, il a déplacé des populations russes. C'est ça, donc un génocide terrible, probablement le pire du XXe siècle. En Ukraine, et pas seulement en Ukraine, alentour aussi. Mais attention, tu tombes sous le coup de la loi. Non, j'ai pas donné de chiffres. En tout cas... Il ne faut pas hiérarchiser les souffrances. Ah bah non. Bon, en tout cas, un véritable génocide qui a dépassé les frontières de l'Ukraine propre, les frontières actuelles, et qui a laissé donc évidemment une saignée démographique que Staline s'est empressé de combler, même plus que nécessaire, avec des déplacements de population massifs, ce qui a permis de russifier davantage l'est de l'Ukraine et la Crimée. Donc les bouleversements démographiques du XXe siècle, réclament leur dû aujourd'hui, et c'est aussi ce qui permet de comparer le cas de la Crimée aujourd'hui à celui du Kosovo. Et il y a d'ailleurs, de ce point de vue, à mon avis, une certaine incohérence dans nos milieux parfois, de ceux qui, il y a quelques années, s'offusquaient que le Kosovo puisse être arraché à la Serbie et donné à des Albanais pour des raisons purement démographiques, alors que c'est ce qui se passe en Crimée aujourd'hui. Donc certes, c'est une région peuplée majoritairement de Russes, mais c'est un peuplement relativement récent. Il faut dire que les Tatars, qui étaient majoritaires il y a quelques décennies, ou disons encore au XIXe siècle, ont été largement décimés par Staline et compagnie. Bon, moi personnellement, j'ai pas envie de rentrer dans le débat historique sur l'appartenance de la Crimée à telle ou telle nation plutôt qu'une autre, mais ne perdons pas de vue que le soviétisme et les génocides et les grands déplacements de population dont sont friands les dictateurs communistes, a des conséquences qui se payent aujourd'hui très cher dans cette région de l'Europe. Oui, après,
par rapport au fondement des fondations de l'Ukraine et au fondement de la crise ukrainienne et de ce qu'on peut en dire actuellement dans nos milieux un petit peu de la droite nationale. Faut quand même voir pour tous ceux qui admirent et soutiennent Vladimir Poutine que l'un de ses arguments premiers pour décrédibiliser le gouvernement ukrainien actuel, c'est de dire que il est issu d'une révolution de nazis, de fascistes. Des fascistes, disons qu'ils font pas de demi-mesure dans la propagande. Mais oui, en effet, il faut qu'on parle, à mon avis, de la Russie et du rôle de Poutine, parce que dans nos milieux, encore une fois, la Russie a très bonne presse et à certains égards, à mon avis, c'est très justifié. Mais l'estime que nourrissent beaucoup de patriotes français envers Poutine est, à mon avis, un peu démesurée. Et il y a une part de fantasme. On nourrit beaucoup d'illusions en Europe de l'Ouest sur la Russie actuelle et sur le rôle de Vladimir Poutine. Ça me fait un peu penser, excuse-moi Paul, je t'ai peut-être coupé un peu, tu voulais parler, mais ça me fait un peu penser, pour faire un petit rapport historique, à la Première Guerre mondiale, où on parlait du rouleau compresseur russe pendant la Première Guerre mondiale, en s'imaginant qu'ils allaient libérer les Français des Allemands par leur puissance militaire, etc. Là, c'est un petit peu la même poudre aux yeux où beaucoup de nationaux français s'imaginent que les Russes et Vladimir Poutine en particulier va peut-être nous sauver de nos soft totalitarismes occidentaux, quoi. Alors qu'il n'en fera rien. Donc il y a peut-être aussi deux choses. Si en fait la majorité, donc effectivement de ce qu'on peut qualifier de droite nationale, a pris fait et cause un petit peu, je dirais rapidement pour Vladimir Poutine et la Russie, c'est aussi effectivement à cause des soutiens plus que financiers peut-être. Les soutiens financiers, mais surtout l'image, c'est BHL qui parle sur la place Maïdan et tout. Effectivement, le petit milieu nationaliste français, en voyant que BHL est du côté de la révolution ukrainienne, se dit que forcément, ce sont les ennemis de BHL qui sont les bons. Et je pense que tout repose quand même beaucoup là-dessus. C'est ni plus ni moins ce que dit Rivarol dans un de ses éditos d'ailleurs. Voilà, plus encore que la petite mode de poupinolâtre, un poutinolâtre qui veut absolument que Poutine nous sauve de la décadence actuelle. Il y a quand même aussi ce côté d'avoir les gars comme BHL qui ont pris la parole plusieurs fois, me semble-t-il, sur la place Maïdan. Oui. Donc voilà. Oui, plusieurs fois. En tout cas, à mon avis, on a parfois un peu trop tendance dans nos milieux à réagir sur ces questions internationales un peu par réflexe, et en tout cas assez rapidement. Il y a eu, j'ai l'impression, des jugements parfois hâtifs, définitifs, sévères, tranchés, un peu téméraires. On réagit par réflexe et on envisage les choses sur un mode binaire. D'un côté, la gentille Russie de Vladimir Poutine, résistant au nouvel ordre mondial. De l'autre côté, les Ukrainiens nationalistes soumis à l'Occident, atlantiste, etc. Et je crois que la situation est beaucoup plus complexe et donc mérite des jugements nuancés, une approche nuancée et basée sur une véritable connaissance des faits, notamment du fait historique ukrainien qui a parfois tendance à être négligé, voire nié dans nos milieux. Alors évidemment, c'est la solution de facilité quand on prend parti immédiatement pour Vladimir Poutine dans son action. C'est la solution de facilité que de finir par dire que finalement l'Ukraine n'existe pas historiquement, c'est une fausse nation, un État artificiel, etc. Donc ça permet de trancher le débat rapidement. C'est un peu facile. Ça, et voilà, et d'éviter de mener une approche plus complexe des choses. Tout à fait. Et puis en plus, justement, si on réfléchit sur cette histoire, effectivement, que certes, des gens comme BHL, les différents financiers, est-ce que c'est Soros, qui ont effectivement, ou même la communauté européenne qui a pris fait et cause pour la révolution ukrainienne. Ça d'un côté, effectivement, c'est vrai que ça peut pas, c'est négatif de notre point de vue politique à nous, mais d'un autre côté, effectivement, on ne veut pas passer sous silence le fait qu'effectivement la propagande russe, elle, emploie exactement les mêmes termes contre ceux qui ont fait la révolution en Ukraine, en les traitant de nazis, de fascistes. C'est exactement les mêmes termes dont les médias occidentaux nous affublent, nous,
nationalistes quand nous descendons dans la rue ou autre. Donc effectivement, il y a aussi comme ce côté un petit peu gênant d'avoir en France une majorité une opinion du camp national qui est favorable aux Russes, alors que les Russes développent vraiment un discours qui est vraiment le même que tous nos antiracistes et antifascistes. C'est typiquement soviétique d'ailleurs, c'est la rhétorique typiquement soviétique. En effet, j'étais surpris de découvrir autour de moi, dans nos milieux, là, autant d'antifascistes, de gens qui ont repris cette rhétorique, des slogans. Et donc il y a quelques années, c'était inimaginable. Donc on va remettre d'ailleurs la palme d'or à Marion Maréchal Le Pen pour sa sortie antifasciste et anti-nazi devant le grand démocrate Laurent Fabius, lui demandant d'être un petit peu moins, enthousiasme face aux milices néo-nazis, c'est ça, de Kiev. Même si j'ai trouvé les médias dans leur ensemble depuis le début, c'est quelque chose que je suis vraiment de très près, quotidiennement, voire heure par heure. Ils anticipent éventuellement une véritable révolution nationaliste ukrainienne, en se disant attention, on soutient parce que peut-être que ça sert nos intérêts, tout en éventuellement protégeant nos flancs si jamais ça dégénère. Enfin, moi j'ai trouvé les médias quand même, certes ils soutiennent, mais depuis le début ils disent on soutient, mais attention, il y a quand même des fascistes dans le groupe et il faut faire attention. Le problème aussi, c'est qu'effectivement ces pseudo-fascistes ukrainiens sont aussi un petit peu visibles. C'est vrai qu'effectivement, dans toutes les images qu'on a pu avoir sur les heurts avec la police de Maïdan, sur les boucliers, au bras, sur les casquettes et autres, il y avait quand même pas mal de sigles. Il n'était pas franchement démocrate, donc c'était un petit peu obligé, les médias étaient un petit peu obligés de mettre une caution. C'était trop visible. Pour éclairer les auditeurs, la référence principale des nationalistes ukrainiens, c'est l'armée de résistance ukrainienne qui a opéré pendant la Seconde Guerre mondiale. L'UPA. Ouais. Oui, UPA. À la fois contre les Polonais, contre les Soviétiques, contre les Allemands. Et qui n'a finalement cessé d'exister qu'au cours des années 50, qui a continué un combat d'arrière-garde sans aucun soutien. 47 pour être exact, il me semble. Je crois qu'il y a eu des foyers de résistance. Oui, il y a eu des foyers de résistance et selon la doxa soviétique de l'époque, terroristes, jusque dans les années 50. Mais voilà, forcément, évidemment, le gouvernement démocrate libéral polonais a évidemment crié au loup en disant il se réfère à quelqu'un que nous considérons comme un nazi qui a génocidé les Polonais. Évidemment, ça sert de contre-feu au cas où il y a un problème. Mais disons que forcément, à partir du moment où c'est contre ce que les médias occidentaux ont considéré comme étant les intérêts russes, ils ont soutenu. Maintenant, évidemment, ils ont essayé de taire le plus longtemps possible. Tout de même, la présence massive et prépondérante des nationalistes sur les barricades. Oui, parce que de mémoire d'ailleurs, c'est Contre-Info, c'est peut-être un des premiers sites où on a entendu parler du rôle grandissant des forces nationalistes en Ukraine sur la place de Maïdan. Parce qu'effectivement, avant, on en parlait quasiment dans aucun grand média français. Et effectivement, ils taisaient la chose au maximum. Ah bah ça, ils auraient préféré effectivement que la centaine de morts que le camp nationaliste ukrainien a eu sur les barricades et la bonne idée de n'avoir aucun sigle, d'être complètement anonyme. Comme ça, les médias auraient pu dire qu'en fin de compte, c'était le peuple démocrate, europhile, qui s'était sacrifié pour faire chuter le régime. Et non, malheureusement, la vérité, c'est si, comme sur la place Maïdan, ils ont réussi à faire leur révolution, c'est quand même grâce au sacrifice des militants nationalistes ukrainiens. C'est vraiment d'ailleurs, quand il y a plusieurs émissions, enfin des reportages où on voit vraiment que les bâtiments ont été pris par les forces nationalistes. C'est nié quasiment en bloc, ça. Aujourd'hui, on dit que effectivement les nationalistes ont une importance dans la révolution, mais j'ai lu plusieurs articles, notamment sur le site de Rue 89, où ils disaient qu'en fait c'est le peuple qui est mort sur les barricades. Ouais, et une bonne source, Rue 89. Bah, ouais. non, mais voilà, donc c'est nié aussi un petit peu en bloc. Mais Thibaut, toi qui connais bien la situation là-bas, c'est vrai qu'on avait rencontré à l'époque les nationalistes de Svoboda. Il y a quelques années, on les a rencontrés à plusieurs reprises, on les connaît bien même. Je pense que la question que se posent les auditeurs, c'est ok. Est-ce que les nationalistes ukrainiens sont réellement europhiles? Est-ce qu'il y a une différence entre Svoboda
et le fameux secteur droit. Enfin, qu'en est-il finalement de cette fameuse révolution nationaliste ukrainienne ? Oui. Alors, je ne sais pas si on peut vraiment parler à l'heure actuelle de révolution nationaliste ukrainienne. C'est une révolution à laquelle ont pris part les nationalistes. Il est évident qu'ils n'ont pas les mêmes objectifs que les libéraux, par exemple, qui militaient ou qui ont manifesté à leur côté. C'est ça qui sème un peu la confusion en France, dans nos milieux, c'est que il n'y a que deux côtés sur une barricade, mais avec d'un côté des forces différentes et antagonistes. Et c'est vrai que ça peut être déconcertant de voir du même côté des militants nationalistes, de même que des corrompus ou des pourris. Oui, non, genre. Puis en plus, voilà, comment dire, la réelle question est pourquoi en fait le sujet est vraiment complexe réside là. C'est-à-dire qu'en fait, si les nationalistes par leur action sur la place Maïdan, si pour leur action en fait, au bout de quelques temps, on se rend compte qu'ils ont aidé l'Europe à conquérir l'Ukraine pour couper l'herbe sous le pied à la Russie, on pourra juger qu'en fait leur action a été plutôt négative, tandis qu'en fait si leur action a été vraiment une révolution nationaliste, on pourra dire a posteriori qu'effectivement par leur sacrifice, par leur combat, ils ont réussi à libérer leur pays. C'est ce qui rend la question complexe. C'est-à-dire qu'en fait, on peut pas justement être binaire parce qu'on ne sait pas ce que ça va devenir. Mais ce qu'il faut comprendre en France, c'est que le pouvoir en place en Ukraine était insupportable pour les patriotes. La situation était intolérable. Et donc, il fallait tenter quelque chose. Alors, le pire peut advenir de chaque révolution, c'est comme ça. Mais pour eux, la carte méritait d'être jouée. Voilà. On avait quand même en place un pouvoir particulièrement corrompu, une clique d'oligarques, etc. Certains vont dire qu'à l'Est, c'est un peu le cas partout, quoi. Non ? Oui, bien sûr, mais bon, c'est pour ça que... Oui, mais eux ne l'ont pas supporté. Bon, voilà, alors qu'on le supporte. Il y a en Ukraine un nationalisme vivace qui se développe, etc. Et bon, il est vrai que ce nationalisme s'est construit, s'est développé quelque part face à la Russie. C'est aussi une lutte d'émancipation face à la Russie qui n'a jamais vraiment abandonné certaines ambitions impériales ou impérialistes. Ce qui explique aussi, tu parlais de Svoboda, les regards que jettent les nationalistes ukrainiens vers l'Europe de l'Ouest. Alors ils sont europhiles, mais pas forcément dans le mauvais sens du terme. Mais c'est sûr qu'ils se considèrent davantage occidentaux qu'orientaux et qu'ils désirent ancrer leur nation à l'Ouest. Mais c'est aussi pour eux une façon de se protéger quelque part de l'ours russe qui, comme on le voit aujourd'hui, n'a pas vraiment renoncé à certaines visées sur l'Ukraine. Donc, mais il faut pas non plus se leurrer. Les nationalistes de Svoboda et les autres sont de véritables nationalistes. Ils veulent une Ukraine indépendante. Donc leur idée n'est pas non plus de devenir une province de l'Union européenne comme nous le sommes aujourd'hui. Bon, ils sont ils ont une approche stratégique différente. La question, c'est est-ce qu'ils vont être happés par le système mondialiste ou pas, quoi. C'est vraiment ça la question. Voilà, il semble aussi que les nationalistes du Pravi sector, le secteur droit, ont une approche peut-être moins européenne encore que Svoboda et en tout cas plus radicale. C'est un agglomérat de groupes et de mouvements nationalistes qui s'est formé très récemment sur les barricades. Donc aux allures paramilitaires et qui a en effet une rhétorique plus radicale. On verra si ça perdure, est-ce que ça peut donner par la suite. Voilà. Okay. Mais juste pour... Et puis il y a peut-être un petit point à rajouter aussi. Je me permets de te couper, Alexandre, mais il y a peut-être un petit point à rajouter pour tous les poutinolâtres. C'est que pour les Russes, pour les nationalistes russes, Poutine reste quand même l'ennemi. C'est-à-dire que pour les nationalistes russes, Poutine n'est absolument pas l'incarnation de la grande Russie, etc., etc. Oui, mais d'ailleurs, je suis pas sûr qu'il veuille vraiment une grande Russie, ces nationalistes russes. Alors j'en parle d'autant plus librement que je les ai rencontrés. Moi, je suis vraiment russophile aussi. On peut critiquer Poutine sans être anti-russe, évidemment. Et quand la Russie s'oppose sur la scène internationale, notamment à la puissance américaine, je me réjouis comme tout le monde. Mais il faut pas non plus exagérer les choses et confondre géopolitique, intérêt géopolitique et d'autres aspects de la politique. Et notamment en politique intérieure, le bilan de Poutine me semble assez négatif. Et en tout cas, c'est le point de vue des nationalistes russes, qui sont nombreux, qui sont dynamiques, qui ont un large écho dans la jeunesse. Je les ai rencontrés il y a 2 ans. Ils m'ont invité là. J'ai pris part à une de leurs manifestations à Moscou. J'ai fait un petit discours là devant 20 000 personnes. Donc je peux témoigner qu'il y avait vraiment du monde, de la jeunesse. Et ces nationalistes ont de gros soucis avec Poutine. Alors évidemment, ils le critiquent, l'accusant notamment d'avoir un rôle grave dans l'invasion de la Russie par des non-blancs, principalement du Caucase ou d'Asie centrale. Et c'est vrai qu'il y a une immigration de masse
qui se comptent en millions en Russie intérieure et autour de Moscou, avec des effets notamment en termes de criminalité qui se font vraiment sentir, voilà, pour les locaux. Donc il y a vraiment de bonnes raisons d'être mécontents pour ces patriotes russes. Mais de toute façon, comment dire, Poutine n'est pas nationaliste. Non, il n'est pas nationaliste. Il a une vision impérialiste, il a une vision soviétique ou post-soviétique oui, c'est ça. De la Russie. En fait, on dit Russie, mais en fait, c'est l'URSS qui veut rétablir. Hein. Fédération de Russie. Voilà. Donc en fait, il n'a pas du tout une vision ni ethnique ni nationaliste. C'est ça. Donc, mais c'est vrai qu'il y a deux conceptions de la Russie. Il y a la conception impériale ou maintenant soviétique ou post-soviétique, et puis il y a une conception plus ethnique. Bon, c'est le cas des nationalistes russes. Donc quand on parle de nationalistes russes, mais le problème, c'est qu'en France, certains de chez nous ne peuvent pas comprendre ça. Quoi. Bon, il y a le choix entre un empire multiracial et puis la défense de la Russie blanche. Voilà, grosso modo. Hein. Bon, quoi qu'il en soit, les nationalistes russes ont fort affaire avec Poutine, qui n'hésite pas à mettre en œuvre des mesures liberticides qu'on a peine à imaginer en France. Oui, en France, même avec Valls, on est mieux loti qu'avec un Poutine. Il y a une très forte répression, il y a des centaines, je crois, des milliers même de nationalistes en prison, parfois pour des motifs relativement légers. Surtout que le Kremlin a sorti récemment des lois très floues, très vagues, qui permettent l'arbitraire le plus total, notamment des lois sanctionnant le hooliganisme entre guillemets, ce qui veut l'incitation dire à la haine aussi. Incitation à la haine, sans voilà. Aucune précision. Voilà, donc là on peut mettre c'est relativement vague. Des lois comme ça. Il y a des centaines de livres interdits aussi, notamment des livres politiques ou des livres de recherche historique, on va dire, qui sont interdits en Russie. Donc c'est pas du tout un paradis de liberté pour les hommes libres, pour les hommes libres et dignes. Et puis les nationalistes russes ont été tout bonnement interdits d'élection, voilà, parce que le Kremlin, sentant que ils avaient quand même le vent en poupe, eh bien il leur a purement et simplement interdit de se présenter aux élections. Comme ça, le problème électoral est réglé de ce côté-là. Voilà. Quoi qu'il en soit, donc il faut vraiment ouvrir les yeux et se défaire de ses illusions, même s'il est toujours agréable de fantasmer sur un sauveur qui viendrait nous délivrer et rétablir l'ordre en France venant de l'Est. C'est en l'occurrence inexact. Et oui, il y avait une petite anecdote qui, à mon sens, est très symptomatique dans les témoignages des opposants à la révolution ukrainienne en Ukraine même, donc des Ukrainiens russophones, donc des Russes quoi, qui vivent en Ukraine, qui se plaignaient que, en fin de compte, que les manifestants, que les révolutionnaires abattaient les statues de Lénine. Hein, ils trouvaient ça scandaleux qu'on vous vous rendez compte, ils abattent les statues de Lénine. Donc ça démontre bien quand même cet esprit soviétique que possèdent les Russes. Pas tous les Russes, mais en tout cas c'est... Non, mais qui se plaignent à la télévision que les résistants ukrainiens abattent les statues de Lénine, c'est quand même très sympathique. C'est sûr que le patriotisme russe au sens large et moderne et impérial, quoi, poutinien grosso modo, prend ses références dans l'histoire récente et surtout dans l'histoire soviétique et l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Ça devrait ouvrir les yeux quand même justement à certains... Bon, en tout cas, pour revenir aux nationalistes russes, il convient aussi de souvenir qu'ils n'ont pas vu d'un mauvais œil ce qui se passait place Maïdan à Kiev. Ça, c'est important de le dire. Au début, voilà, il faut bien le préciser. Donc, parce qu'ils n'ont pas une vision impérialiste de la Russie. La Crimée... La Crimée, bon, j'ai pas eu d'écho là-dessus sur ce qu'ils pensent. Mais en tout cas, il faut vraiment souligner qu'en Russie, il y a un conflit entre Poutine et les nationalistes. Oui. Voilà. Et que les nationalistes russes sont en prison. Ils sont en prison. Et puis ils sont consternés, ils sont effarés quand ils apprennent que les patriotes français admirent Poutine. Voilà. C'est un peu comme si vous alliez en Russie et que les nationalistes locaux vous disent Sarkozy c'est super, on a lu dans les journaux qu'il était d'extrême droite, etc. Voilà. Ça fait le même effet. Pour la Crimée, juste pour finir, pour ceux qui considèrent que c'est un territoire qui fait historiquement et totalement culturellement partie de l'Ukraine, c'est juste un oblast, donc une région administrative soviétique qui a été offerte à la République socialiste d'Ukraine par Khrouchtchev, qui était ukrainien. Donc voilà, il a agrandi son pays d'origine en lui faisant cadeau d'une région, tout en ne pouvant pas imaginer de toute façon la fin de l'Union soviétique, donc la partition de l'Ukraine vis-à-vis de l'URSS. C'était un cadre particulier de politique intérieure de la gestion de l'empire soviétique. C'était pas lié à une gestion des nationalités et des appartenances ethniques. Voilà, c'est après dans le cœur de la plupart des Russes, la Crimée fait partie de la Russie puisque c'était un objectif absolu d'avoir un port en eau chaude, donc disponible. C'est le seul port russe militaire disponible toute l'année, peuplé majoritairement de Russes, qui
qui est, disons, un objectif depuis peut-être le XVIIIe siècle. Donc voilà, c'est pour ça que Poutine ne lâchera certainement jamais la Crimée, et c'est pour ça que c'est aujourd'hui le casus belli de la situation. Casus belli, même pas finalement. Casus belli, c'est Yanukovych. Hein. Parce que notre ami Poutine n'a pas dit grand chose avant que les jeux de Sotchi ne terminent. Mais une fois que c'était fini, là, il s'est enflammé, il a mis en place ses pions. Mais le vrai casus belli, c'est que son petit pantin de Yanukovych se fasse éjecter d'Ukraine. Ouais. Plus ou moins pantin d'ailleurs, hein. Mais bon, parce qu'il avait mis en place aussi son oligarchie locale, et puis il a fait certaines choses qui ne plaisaient pas non plus à Poutine. Mais bon. A priori, en tout cas, pendant les négociations avec l'UE, il passait régulièrement des coups de fil à Poutine, voilà, pour connaître son point de vue. Bon, après, ça peut s'entendre, hein, mais Yanukovych était quand même bien au service de Poutine. D'ailleurs, c'est bien pour ça qu'il est parti trouver refuge en Russie. Oui. Il n'y a plus de place dans le salon de BHL. Voilà. Mais par exemple, de l'autre côté, du côté des opposants, l'égérie de la Révolution Orange, Timoshenko. Oui, elle a pas fait long feu quand même. Hein, oui, mais elle a quand même. Elle s'est fait jarter. Oui, ça d'ailleurs, ça sentait le coup fourré oui. de l'Union européenne qui voulait placer son pantin. Hein. Mais il faut son pantin plus ou moins, parce qu'il faut savoir que elle était aussi appréciée du Kremlin, et que Poutine se serait bien accommodé d'une Timoshenko de retour au pouvoir en Ukraine. Ça n'aurait pas dérangé plus que ça. D'ailleurs, les Russes l'ont dit, hein, si jamais elle devient présidente, ça nous ira très bien. Il faut pas oublier qu'elle était en prison non pas pour des motifs politiques, mais pour des motifs de corruption, dans le cadre d'un accord de gestion des ressources, notamment du gaz russe, dans lequel elle s'était mis des ressources. Oligarque banal, classique, voilà. quoi. Donc voilà, globalement, le système oligarchique, l'État est faible en Ukraine. C'est pour ça aussi qu'il est tombé relativement facilement, malgré le sang des nationalistes. Mais l'État est faible et l'État est extrêmement corrompu. Et c'est pour ça que la situation était aussi explosive. Oui, c'est sûr. Mais pour terminer là-dessus, là, sur cette question ukrainienne, bon, on n'a pas le temps de développer ici les justifications historiques du fait national ukrainien et de l'aspiration des nationalistes ukrainiens à un État véritablement indépendant. Je pense que c'est tout à fait légitime. Bon, c'est encore une autre question. Quoi qu'il en soit, je trouve qu'on a trop tendance dans nos milieux là à juger rapidement, sans bien connaître, à partir de réflexions binaires. Et puis, dans tous les cas, il faut quand même saluer le courage des jeunes nationalistes ukrainiens qui n'hésitent pas à mettre leur peau au bout de leurs idées, tandis qu'en France, on a trop de facilité à les dénoncer en tapotant sur son clavier bien au chaud chez soi. Ils jouent leur carte, voilà. Tout le monde joue sa carte. Les libéraux jouent leur carte, les européistes jouent leur carte, les nationalistes ukrainiens jouent leur carte. On verra qui l'emportera au final. Mais quoi qu'il en soit, pour eux, il n'y avait pas grand-chose à perdre. Voilà, la situation était insupportable. Ils veulent un État nationaliste, donc ils tentent leur chance. Voilà. Ils font pas attention à côté d'eux de la barricade. Voilà. Que les nationalistes tentent à la faveur d'un mécontentement populaire, légitime ou non. C'est tout ce qu'on rêve chez nous, quand même. Voilà, de récupérer le pouvoir, c'est complètement légitime. Je veux dire, si ça arrive chez nous, on sera bien content de pouvoir faire quelque chose. Voilà. Donc au-delà des considérations géopolitiques, il convient quand même de saluer leur courage, de s'inspirer de leur sens du sacrifice, de leur organisation, etc., de leur capacité de mobilisation. Affaire à suivre. Oui, d'ailleurs, c'est vrai, bon, on va pas revenir sur le sujet, mais il y a quelques vidéos qui ont été tournées par des journalistes français. On voit quand même les mecs se faire trouer la peau face caméra, et j'ai envie de dire, les gars sont avec des boucliers face au Berkut, avec des Kalachnikov. Ouais. C'est vraiment, il y a quand même des images très fortes où les mecs, sachant que les gars ont des tirs à balles réelles sur les manifestants, les mecs ils montent, quoi. Bon, voilà, je sais pas si en France aujourd'hui ça se ferait. Enfin, c'est une autre question, ça peut-être. Bon, oui, c'est sûr que le jour de colère, c'est pas encore ça, quand on compare. Mais le jour de colère, c'était un petit peu le même principe, une coalition de projets très divers, c'était très hétéroclite, avec un seul but, virer Hollande, et puis ensuite chacun impose son projet. Donc voilà, c'était assez similaire, évidemment, à une échelle plus petite. Voilà. Et bonne transition, puisqu'on va revenir à un sujet français. Paul, je pense que tu voulais aborder une vidéo, le sujet d'une vidéo qui a été postée dans le cadre de la journée de la femme contre les mariages forcés, tournée par la nouvelle égérie de notre président, unanimement soutenu par la population. Ça muse. Oui, tout à fait. Oui, donc je voulais revenir sur le petit film où on voit jouer Julie Gaillet, qui était... Attendez, là, je retrouve... j'ai pas le nom.
Oui, on voit Julie Gaillet en train de jouer dans une sorte de petit clip avec une musique de fond. C'est 14 millions de cris, donc le court-métrage où joue Julie Gaillet, qui est assez symptomatique. Enfin, je sais pas si la transition est complètement parfaite, parce que là on passe quand même dans un autre registre. Donc je pense que nos auditeurs l'ont entendu parler. C'est ce fameux clip qui est censé dénoncer les mariages forcés en France. Et donc dans ce petit clip, donc on voit une famille bien traditionnelle, bien catholique, bien blanche, qui un peu bourgeoise, faut le dire aussi. Oui, bien bourgeoise aussi, effectivement, qui mais qui livre sa petite fille à un vieux pervers, et donc tout ça pour dénoncer les mariages forcés. Chose qui est donc complètement scandaleuse et qui est une escroquerie. S'il y a sur notre territoire français des mariages forcés, chacun sait que ce n'est pas dû à la communauté catholique, mais bien évidemment ni française, mais évidemment à la communauté musulmane. Il n'y a pas de mariage franchi chez les catholiques. Donc là, on a vraiment un exemple de propagande grossière du système. Et malheureusement, face à une population, de plus en plus inculte, qui ne connaît rien à la religion, qui ne connaît même plus la religion de ses pères, essaye de faire passer qu'en fait, les mariages forcés, ça existe, chez tout le monde, chez les musulmans, chez les catholiques et autres. Donc il y a quand même vraiment une opération de manipulation de la population française à faire croire de telles choses. Et là, c'est vraiment poussé à un tel paroxysme que c'en est même risible quelque part. Et excuse-moi de t'interrompre, mais l'aspect catholique était, à mon avis, un peu sournois. C'était pas si évident. Il y a une image un peu. Il y a un Christ dans l'appartement, mais qui passe fugacement. À mon avis, c'était quasiment plus de l'ordre subliminal, parce que les catholiques comme ça convaincus qui se marient, qui font leur grand mariage à la mairie, c'est quand même pas non plus très cohérent. Ni très fréquent. Ça se passait à la mairie. Il passe quand même toujours à la mairie. On passe à la mairie, mais on y va en jogging. Le mariage, voilà. Enfin, pas forcément, mais le mariage en grande c'est chez les révolutionnaires, mais je veux dire que le catho bourgeois, il passe à la mairie, il est habillé, il a la même tenue avant. Il passe sa robe blanche, ça c'est pour l'église. Quand même, ça c'est, dans l'imagerie collective, je pense pas que les gens aient vraiment fait la distinction. Justement, comme le fait que l'image subliminale du Christ derrière, je pense que personne ne l'a raté, quoi. Et puis en plus, d'ailleurs, c'était pas là pour rien. Donc, dans tous les cas, l'intention est de. Alors, ce qui est en plus, je pense que le docteur Rissen serait d'accord avec moi par rapport à l'inversion accusatoire. Ce qui est assez intéressant, c'est que donc, dans ce petit clip aussi, le vieux pédophile à qui est donnée la pauvre petite fille toute sage et tout, a étrangement un petit peu la tête de ce Maurice Gutmann, vous savez, le pédophile du CRIF, là, qui avait été épinglé par la télévision. C'est quasiment son sosie, quoi. Donc il y a vraiment, il y a un petit clin d'œil très sympathique. Est-ce que ce ne serait pas lié à une opération de diversion vis-à-vis des conséquences de l'immigration, invasion Non, c'est plutôt toujours les mêmes histoires. C'est que, s'ils avaient fait un clip pour dénoncer les mariages forcés dans l'islam, on aurait dit, vous stigmatisez une fois de plus la pauvre petite religion mahométante. Donc en fait, le mieux pour pouvoir arriver à leur fin, c'est de stigmatiser une religion pour laquelle on a le droit de tout faire, la religion catholique. Oui, puis c'est particulièrement incohérent au regard de l'histoire, puisque c'est quand même l'Église qui, en créant un peu partout la civilisation, et notamment chez nous en premier, a mis fin au mariage forcé, et même au mariage contraint et à la pression excessive sur les enfants. C'est elle qui a imposé que pour un mariage soit reconnu valide, il fallait le libre consentement des deux époux. Donc c'est sous peine de nullité, d'ailleurs. Voilà, sous peine d'invalidité du mariage. Ça c'est que dans la région chrétienne, ça. Pour rester dans le registre religieux, nous avons vu récemment, à l'occasion de la lutte contre l'enseignement du gender, de l'idéologie du gender à l'école, une convergence de lutte entre les catholiques, représentés par notamment Civitas et Alain Escada, et des musulmans, dont la tête de proue est Farida Belgoul. Alors, cette alliance
Alliance de circonstances, alliance de fond, alliance productive ou alliance contre nature? Sylvain? Il convient de resituer déjà un petit peu le contexte, non? Oui, bah vas-y, je t'en prie. Paul? Oui, on peut revenir un petit peu rapidement là-dessus. Effectivement, à l'initiative de Farida Belgoul, je pense que nos auditeurs sont un petit peu au courant, connaissent un petit peu cette dame qui s'est un petit peu fait connaître dans les différents médias hors système. Donc Farida Belgoul a créé un mouvement qui s'appelle la JRE, Journée de retrait de l'école. Et donc son combat principal, effectivement, c'est la lutte contre le gender à l'école. Et dans ce cadre-là, elle a demandé, elle est partie donc en bataille contre la théorie du gender. Et pour ce faire, elle a initié une convergence assez inédite entre différentes personnalités et différents mouvements catholiques et qu'on pourrait qualifier de droite nationale, avec des musulmans et des organisations musulmanes, dans un but, en fin de faire un front commun face à un système maçonnique, LGBT et pro-gender. Ouais, je te coupe 2 secondes, mais initié, je suis pas sûr que ce soit le terme, pour la simple et bonne raison que le centre Zaya, les chiites... Zara, oui, le centre... non, Zaya... non, c'est autre chose. Très beau lapsus. Le centre Zara avait initié quand même cela avec les manifs contre la christianophobie organisés par le Civitas à l'époque quand même, hein. Ils étaient présents, on les voyait bien, ils avaient leur petit cortège, ils étaient là, ils soutenaient. Non, mais je veux dire que là, effectivement, le centre Zaya en son temps... Zara. Ah oui, tu vois, tu m'as filé ton truc. Le centre Zara en son temps avait soutenu l'initiative, avait pu participer à une manifestation comme ça, mais il n'y avait pas eu une convergence. Quand on parle de convergence, c'est quand même qu'il y a eu une conférence de presse commune le 19 février dernier. Donc avec effectivement Farida Belgoul et son mouvement les JRE, Alain Escada avec Civitas, mais également Christine Boutin qui d'ailleurs au passage Christine Boutin, depuis qu'elle s'est fait gazer par les CRS l'année dernière, je la trouve poétiquement beaucoup plus radicale et beaucoup plus intéressante qu'auparavant. On dirait qu'elle a vu la lumière. Il faut croire que le gazage change la vie. Hein. Ouais, voilà, un coup de gaz et c'est bon. Attention à ce que vous dites, messieurs. Et également Béatrice Bourges pour Printemps français. Pour le Printemps français, mais également pour le côté musulman. Donc ici en catho, je dirais, il y avait aussi l'abbé de Tanoarn et Jean-Pierre Dickès. Du côté musulman, il y avait Albert Ali, il y avait aussi Ahmed Miktar, qui est le président des imams de France, Mourad Salah et Nabil Nasri. Je suis pas trop au fait des mouvements que ces gens peuvent représenter, mais si ça, pour le coup, une conférence commune, même le centre Zara n'avait pas vraiment fait ça avec des catholiques. Non, je pense que c'est relativement inédit quand même. Surtout qu'en plus, une organisation comme Civitas, c'est pas rien, quoi. Oui, c'est sûr. Bon, est-ce que vous pensez que... Moi, personnellement, je suis un petit peu sceptique et je pense qu'il faut être très prudent dans ce domaine pour éviter une certaine confusion. Il faut que les choses restent claires. S'allier pour des combats très ponctuels, précis et définis dans le temps, avec des gens éloignés de nos conceptions, pourquoi pas? Mais il faut vraiment que les conditions, ça se fasse sur des bases claires et dans des conditions précises. Sinon, il y a un risque de confusion et il faut quand même rappeler que la grande majorité des musulmans qui sont en France n'ont pas vocation à y être et donc n'ont pas vocation à y rester. Et donc de ce fait, ils ne participent pas vraiment, de mon point de vue, au bien commun, et on ne peut pas envisager un véritable bien commun ensemble. D'autant plus que les visions islamiques et chrétiennes, notamment sur les questions familiales et celles du mariage, sont quand même très très différentes. J'entends, je suis d'accord avec toi, Thibaut, mais il y a quand même une chose, c'est que on peut pas reprocher d'une part les nationalistes ukrainiens d'abattre leur carte place Maïdan aux côtés
d'europhiles ou quoi que ce soit, et reprocher d'autre part des catholiques, nationalistes, patriotes, tout ce qu'on veut en France, de s'allier avec une population certes qui n'a pas vocation à y être, mais qui peut éventuellement aider dans ce combat à défendre les valeurs traditionnelles. Ça reste un combat de défense, c'est pas offensif, c'est pas pour de la prise de pouvoir, c'est pour défendre le peu de structures sociales qu'il nous reste encore. Oui, puis en plus justement, de ce que tu dis, pour un combat précis, là c'est le cas, là c'est un combat précis, et justement dans la convergence, donc moi j'ai vu différentes interviews, différentes conférences qu'a pu donner Farida Belgoul. À aucun moment il est question de que les différentes parties fassent partie d'un même tout. C'est vraiment une alliance de circonstances sur un but précis, qui est donc de combattre un gouvernement LGBT, homosexualiste, qui veut imposer, la dégénérescence des enfants, s'ils veulent salir les enfants. Donc vraiment, on est quand même sur un combat très précis. Mais moi, j'espère, je vais pas faire de procès d'intention, mais j'espère que tout le monde, en tout cas du côté catholique, a ce point de vue. Et on note quand même, pour ceux qui ont vu les vidéos, on voit quand même que Farida Belgoul quand même a des arguments qui font mouche et qui sont quand même paraissent quand même très très bien orientés. En tout cas, on peut que saluer son JRE, sa JRE là, sa journée de retrait de l'école, qui a quand même eu un écho national, puisqu'il y a eu plusieurs milliers de familles qui ont enlevé leurs enfants. C'est remonté nationalement. Vincent Payon. Le système a eu peur. Ah oui, le système a eu peur. Vincent Payon est intervenu sur le sujet, etc. Alors effectivement, en tout cas, elle a eu un certain écho. Cette dame, je la trouve assez claire. Voilà, je pense qu'il y a peut-être quelque chose à jouer avec elle, en tout cas. Oui, en tout cas, je suis pas d'accord lorsque l'on dit, et vous venez de le dire, qu'on défend les mêmes valeurs traditionnelles. Non, il y a un objectif commun. Non, mais on est quand même plus proche, par rapport à l'idée des valeurs traditionnelles, on est quand même plus proche des musulmans que des homosexuels. Je veux dire qu'en fin de compte, déjà de penser même déjà que le mariage c'est un homme et une femme, de fait, on se retrouve plus proche d'un musulman que d'un Pierre Berger. Certes. Oui, mais non, mais bien sûr, mais on peut avoir une vision plus commune du mariage avec certains athées que des musulmans. D'accord. Pour les musulmans, il n'y a pas indissolubilité, il n'y a pas fidélité, etc. Que l'islam soit pas la religion catholique, ça on est bien d'accord. Non, mais c'est que même, non, mais là, c'est de l'ordre naturel. C'est que sur ces valeurs traditionnelles fondamentales, on n'a pas forcément la même approche. Donc on peut avoir des combats communs, mais il ne faut pas, à mon avis, tomber dans l'excès et nier ces différences fondamentales. Fondamentales. Et puis il faut aussi souligner, à mon avis, excuse-moi, je termine juste là-dessus, que les musulmans n'ont pas bougé. On parle, il faut pas présenter les musulmans comme un carré de résistance traditionnelle face à la décadence moderne. Ça non plus. Ils ont massivement voté pour Hollande, alors qu'on savait quel projet il avait sous le coude. Ils ont très peu bougé contre le mariage entre guillemets homosexuel, quasiment pas. Dans les grandes manifs qu'il y avait, les manifs pour tous, c'était quasiment que des cathos et des athées et des agnostiques. Non. Mais les musulmans, il y en avait très peu. On avait beau les mettre en avant. D'accord. Non, mais ça justement, dans ces différentes prises de parole, Farida Belgoul le dit bien. Elle dit bien qu'en fait, elle a été impressionnée par la prise de position des catholiques par rapport donc au mariage homosexuel, elle dit bien que les musulmans, elle avait honte pour les musulmans qui eux n'avaient quasiment rien fait par rapport à ça. Elle dit bien qu'elle a honte aussi des musulmans qui ont voté massivement pour Hollande, et par contre elle par rapport à son initiative, force est de constater quand même que ces journées, ces JRE, ces journées de retrait de l'école, qui ont très bien fonctionné, qui ont fait peur au gouvernement et autres, ont été ont été très suivies par des musulmans essentiellement. Oui. Quand même très peu de catholiques qui l'ont suivi, c'était surtout les musulmans. Donc en fait, par rapport à son discours, elle ne raconte pas de bêtises, elle est clairvoyante et elle dit la vérité. Oui, non, mais je ne dis pas le contraire, mais simplement si les musulmans ont largement réagi à son appel, c'est parce que là, pour le coup, c'est un fléau, un problème qui les touchait directement, qui touchait leurs enfants à l'école. Mais quand il s'agit, il y a pas que ça, c'est qu'en fait, parce que dans les manifs, on les a pas vus. Non, mais pour une raison très simple. Il y a pas que ça. C'est que justement, on peut pas renier le côté ethnique des choses. C'est-à-dire qu'en fin de compte, dans une manifestation qui, malgré toutes ces dénégations ou autres, la manif pour tous et compagnie, c'est quand même des cathos. Même si effectivement, fallait pas le dire. Les dirigeants
de la Manif pour tous sont des cathos modernes, mais des cathos quand même. Donc en fait, les musulmans n'ont pas suivi les mots d'ordre des catholiques, même sur une chose importante comme le mariage homosexuel, tandis que les musulmans suivent Farida Belgoul parce qu'elle est musulmane. Donc en fait, on ne peut quand même que se réjouir si on trouve, quelqu'un comme Farida Belgoul qui arrive à conscientiser les populations musulmanes qui sont sur notre sol, même si encore une fois on n'est pas nous sommes les premiers opposants à leur présence sur notre sol. Il n'empêche qu'ils sont là et qu'en fin de compte si Farida Belgoul peut les conscientiser et leur expliquer qui sont nos véritables ennemis, tant mieux. Alors oui, on peut saluer pour une fois un petit peu de conscience politique de la part de la communauté musulmane présente sur notre sol. Je sais pas si c'est politique. Ils défendent leurs gosses tout simplement parce qu'ils sont attaqués directement, mais sinon politiquement c'est zéro. Voilà. C'est Hollande et compagnie. Et d'ailleurs pour preuve, on connaît tous autour de la table quelqu'un ici qui est allé voir pas très loin d'Orléans une communauté musulmane afin de leur proposer de se déplacer à la Manif pour tous durant le printemps dernier et qu'ont répondu les responsables musulmans locaux que grosso modo ils en avaient rien à faire. Parce que ça concernait les petits blancs pas musulmans quoi. Donc voilà. C'est vrai que les musulmans finalement s'ils se sont pas bougés, je pense pour la défense du véritable mariage, quoique le véritable mariage avec la Manif pour tous c'était aussi le mariage républicain en mairie, mais c'est parce que finalement ils considèrent que ces lois-là sont pour les Français. Non, mais ça, d'accord. C'est pour les Français. Non, mais voilà. d'accord. Et donc, mais justement, c'est justement des gens comme Farida Belgoul qui les conscientisent et qui leur disent attention, ces lois-là, c'est pas que pour les Français. La preuve, c'est mis en application dans les écoles où vous mettez vos enfants. Donc faites attention. Rebellez-vous. Vous aussi, dites que vous n'êtes pas d'accord. Alors, justement, le travail qu'elle fait, c'est de les conscientiser. Alors oui, mais il peut y avoir aussi un effet pervers par rapport au combat que nous menons, à savoir l'abaissement de barrières immunitaires vis-à-vis des communautés étrangères. C'est-à-dire que à se retrouver à lutter contre la même chose, on a déjà suffisamment de mal j'y crois pas. à défendre j'y crois pas. notre identité. Pas parce qu'on a un combat commun qu'on va se mélanger. Moi, je vois pas. Ah si, effectivement, psychologiquement, ça peut faire tomber certaines barrières, en effet. C'est-à-dire que nous, en tant que véritables nationaux convaincus, oui, effectivement, pourquoi pas, mais justement, de quoi on parle là? C'est-à-dire qu'en fin de compte, justement, ceux qui sont conscientisés politiquement, ethniquement, si eux ne vont pas tomber dans ce piège-là, de qui on parle? Si on parle de la masse, ils sont déjà. Mais la masse, c'est aussi la Manif pour tous, qui n'ont pas forcément une conscience raciale, qui n'ont pas forcément de conscience nationale et politique. Effectivement, ça peut faire tomber certaines barrières vis-à-vis de ces gens-là. Ah bon? Ou du quidam français qui est contre le mariage. Avant les petits cathos de Versailles, ils vont se marier avec les musulmans. Non, mais tu leur parles, ils ont tous un pote arabe super sympa qui voudrait bien qu'ils s'intègrent à la France. Bon, voilà. Moi, j'y crois pas trop. En tout cas, l'absence des musulmans dans les grands combats politiques qu'on a connus l'année dernière et leur vote massif aux dernières présidentielles, c'est à mettre au regard de cette implication dès lors que leurs enfants sont menacés à l'école. Et c'est pour une raison très simple à mon avis, c'est qu'ils défendent leurs intérêts propres et qu'ils n'envisagent pas le bien commun. Et d'ailleurs, je vais pas leur jeter la pierre, puisque si l'on considère il y a pas de bien commun. Il y a pas de bien commun. Mais ça dépend si l'on considère qu'ils font partie de la société politique et qu'ils ont vocation à en faire partie, et donc de la nation. Mais dans ce cas, on doit défendre ensemble le bien commun. Il faut l'envisager ensemble. Mais sinon, on n'a pas à leur reprocher de ne pas envisager le bien commun. Mais en tout cas, c'est ce qui s'est passé. Mais moi, je veux dire que vraiment, cette convergence-là, on l'a vu effectivement également avec le jour de colère. Et franchement, on peut pas d'un côté, cautionner le jour de colère et trouver que c'était une bonne chose, et après trouver que la convergence initiée par Farida Belgoul n'est pas une bonne chose. On est vraiment sur la même lignée, et qu'effectivement, que ce soit des intérêts particuliers, les uns mis bout à bout des autres contre un système qui nous oppresse. Ouais, effectivement, on n'a pas la même vision du bien commun avec les musulmans, mais par contre, moi je pense quand même que c'est cette addition de biens particuliers qui peuvent renverser le système. De toute façon, faut pas se leurrer. Face à un ennemi tout puissant qui a toutes les commandes en main, il faudra même trouver des alliés. Bon, en
tout cas, au moins tirer dans le même sens. Mais tout en se gardant de faire des amalgames et de considérer que nous faisons partie des mêmes communautés. Oui, tout à fait. C'est une sorte de mise en garde en fait, parce que c'est un petit peu. Thibaut, j'avais assisté à une de tes conférences il y a quelques années maintenant, cela, où tu parlais du fait que fallait pas se concentrer, je dirais il faut se concentrer sur notre ennemi commun à tous. Prioritaire. Bon. C'est la périphérie contre le centre. Voilà. Et en termes de périphérie, je pense que effectivement les musulmans en France aujourd'hui, ce sont des musulmans de France et non pas des musulmans français. Enfin pour les populations arabes en tout cas, parce qu'il y a des blancs, il y a des Français, des véritables Français qui sont convertis. Et c'est pas parce qu'ils sont convertis qu'ils ne sont plus français. Hein. C'est aussi quelque chose qu'il faut rappeler. Ça. Mais non, la religion n'influe pas sur la nationalité. Si moi je me convertis demain, je resterai français. Je serai musulman mais français. Et il y a des Français qui sont. Je suis pas d'accord. Donc tu crois toi que parce que non, mais je veux dire que tu pouvais être véritablement français que si tu es blanc et catholique. Je veux dire, si tu n'es que blanc et tu es même plus catholique, c'est le problème. Tous les mots viennent, par exemple, du protestantisme en France. À partir du moment où, la France était un État et il y avait vraiment un peuple français quand il y avait qu'une seule race et une seule religion. À partir du moment où le poison a été mis dedans, a été inoculé par le protestantisme qui a décidé donc de créer un État dans l'État, donc on se rend compte qu'il y avait deux sortes de Français, c'était plus les mêmes et tout, c'est la fin des haricots. Je veux dire à l'heure actuelle que t'es juste blanc, t'es juste né en France, t'es blanc, t'es français, c'est faux. Je veux dire, une France... La francité, ça se transmet par le sang et non pas par les valeurs que tu reçois. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, je suis né dans une famille de protestants, mais de sang français depuis des générations. Je suis déchu de ma nationalité parce que je suis né dans une famille de protestants et puis je me convertis au catholicisme, je deviens français. Non, c'est dans ce cas, du jour au lendemain, je peux devenir français, chinois, arabe, ce que tu veux. Non, la vraie nationalité française, de toute façon, pour être pleinement français, il faut avoir ses deux jambes. Il y a une jambe effectivement ethnique, raciale. Il faut être blanc et il faut être catholique. Tu ne peux pas être français si t'as pas les deux. Bon, en plus, effectivement. Donc les athées ne sont pas français. Pas complètement, bien sûr. Ils sont pas pleinement français. Je pense pas qu'on sera d'accord sur le sujet. Mais c'est Thibaut qui a dit je suis un peu trop libéral. Il faut toujours un libéral par émission. Bon, moi, c'est une position tranchée. Hein. On fera une émission là-dessus. Oui. Bien. Je pense qu'on a fait le tour de la question. Autre sujet, les réseaux sociaux, la gestion des réseaux sociaux, la gestion de l'image, l'utilisation de la part du système de certaines forces, on va dire, d'appoint pour faire une sorte de police politique à l'appui des informations récoltées sur les réseaux sociaux. On a eu régulièrement, durant l'année écoulée, des scandales montés en épingle dans les médias de masse. En premier lieu avec la quenelle d'ailleurs. Oui, avec la quenelle, avec les candidats du Front National à qui on a ressorti des photos datant d'une prime jeunesse ou des photos de tatouages privés. Oui, voilà, c'était un petit peu pour parler un petit peu de... Il faut mettre en garde. Il faut mettre en garde les auditeurs, les militants, surtout les plus jeunes, mais pas que, parce qu'effectivement, malheureusement, on voit que c'est pas que les plus jeunes. Les mettre en garde vis-à-vis notamment de Facebook, où les militants s'amusent à poster sur leur profil toutes les photos, même les plus entre guillemets compromettantes. Avec cet exemple, notamment donc pour les municipales dans la ville de Châteauroux, où un jeune militant du Front National a été exclu de sa liste, de la liste électorale, parce qu'un site d'extrême gauche avait publié donc sur son blog, sur son site, une prise d'écran du Facebook de ce jeune homme, où il avait donc effectivement un tatouage de la division Charlemagne sur l'épaule. Et bien évidemment, le journal local a repris l'information du site d'extrême gauche. Et donc, après quelques hésitations, le responsable Front National local a dû exclure le militant de la liste. Donc ça, c'est encore un exemple qui est tout récent et qui est symptomatique. Nombre de cas quand même où ce sont les propres militants qui donnent à leurs ennemis les armes pour les combattre. Et c'est vrai que dans le flicage, Facebook est quand même bien placé.
Hein. Alors moi, je pense que là, l'exemple que tu donnes finalement avec ce jeune candidat frontiste Berrichon, c'est Berrichon, qu'un point. je suis pas sûr. Bon, bref, c'est qu'un point particulier parce que c'est une mise en garde même adressée même à ceux qui ne souhaitent pas se présenter. C'est Facebook relate votre vie. Et d'ailleurs, il y a une vidéo très sympathique qui est sortie il y a quelques mois de cela pour mettre en garde les jeunes par rapport à ça, où on voit une grande tente qui est montée sur une place dans un centre-ville, où on voit une grande tente blanche et à l'entrée il y a une pancarte voyance, consultation gratuite. Et là, les personnes probablement laissent leur nom et leur prénom à l'entrée avec une petite signature et sont reçues par une sorte de Raël en aube blanche qui leur compte leur vie en disant qu'ils ont acheté telle voiture il y a tant de temps et que qu'ils ont tel projet pour l'avenir, etc., etc. Enfin, racontent leur vie finalement, ni plus ni moins. Et la chute de l'affaire, c'est qu'on voit pendant qu'il y a la consultation qu'un rideau qu'un rideau s'affaisse. Voilà, un pan de la tente s'affaisse et on voit deux ou trois personnes derrière des ordinateurs en cagoule. Forcément, tout ça c'est une mise en scène, mais on voit 2-3 personnes en cagoule derrière l'ordinateur qui consultent les réseaux sociaux pendant la consultation de l'oracle entre guillemets et qui envoient des informations par le micro en racontant la vie des gens par le micro et l'oracle arrive à raconter la vie des gens de A à Z juste en consultant les réseaux sociaux. Voilà, c'est une vidéo de mise en garde adressée à la jeunesse française en disant attention, les réseaux sociaux, il y en a qui prennent l'exemple de oui, ça me sert à rester en contact avec les amis. Bon, pendant les millénaires, on a pu rester en contact avec ses amis sans avoir de Facebook. Et même si à la rigueur, ils souhaitent se servir de ce moyen pour rester en contact, dans tous les cas, on ne raconte absolument pas sa vie sur ces réseaux sociaux. N'oublions pas que les policiers, la police a quand même un accès illimité à Facebook, Twitter et autres réseaux sociaux. Oui, et puis surtout, tout ça est enregistré a priori pour très très longtemps. Oui, voilà, parce qu'en fait, jusqu'à la fin du monde moderne. Si on reprend en plus l'exemple du gars du FN, la Châteauroux, apparemment l'image a été retirée depuis, je sais plus, 2 ou 3 ans. C'est-à-dire qu'en plus c'était plus sur son Facebook actuellement. C'est une image qui avait, comment dire, les petits antifas, les petits auxiliaires de police avaient enregistré l'image il y a 2 ou 3 ans, et là ils le ressortent maintenant alors que le gars l'a enlevé de son Facebook depuis. Donc vraiment, tout ce qui est posté sur Facebook est effectivement archivé, même si vous, après, vous l'enlevez, ça reste quelque part. Je pense qu'on a tous été victimes ou témoins du fait qu'il n'y a pas d'oubli sur Internet. Il n'y a pas de possibilité d'oubli. Il y a toujours des sauvegardes et toutes les officines d'État, comme le disait Sylvain, ont accès absolument de manière directe à ces informations. Et d'ailleurs, ils s'en cachent pas, ils le disent ouvertement. C'est d'autant plus justement scandaleux que des FAF, des nationalistes, pardon, et encore des profils Facebook où ils racontent leur vie. C'est terminé. On n'a pas besoin de raconter sa vie en plus. Enfin, je comprends pas l'intérêt. Surtout à poster des photos compromettantes. Mais de toute façon, c'est à remettre en parallèle avec le téléphone portable. Je veux dire que ça fait des années quand tout le monde sait que grâce au portable, on est pisté. La police peut savoir exactement où est-ce qu'on est allé, que la police peut nous écouter même si même si on n'a pas allumé le téléphone, que la police garde les écoutes téléphoniques pendant minimum 1 an, et si on est militant politique, les garde à vie. Et non, ça empêche pas les gros lourds de dire au téléphone, ah bah t'as vu, on a fait ci, on a fait ça, machin. Voilà, donc il faut en permanence mettre en garde les militants jeunes et moins jeunes, comme quoi il faut faire attention à tout ça. On est écouté, Big Brother est vraiment là, il nous écoute. Pour clore le sujet, il y a plus de 10 000 nouvelles écoutes par an de téléphones qui sont décidées. Donc il n'y a pas que les militants nationalistes à profil visible qui sont ciblés, mais n'importe quelle personne qui peut susciter des soupçons par le système. Donc, déjà la loi, il dit quand les opérateurs sont tenus de stocker, je sais plus si c'est 1 an ou 1 an et demi. C'est 1 an. 1 an, ouais. Toutes les données de tout le monde. Donc voilà. Déjà, voilà. Donc c'est pas. Donc ce problème concerne bien tout le monde et pas seulement des personnes qui ont décidé de vouer leur vie. Oui, mais d'ailleurs les exemples sont nombreux dans les mouvements de nationaux qui font un peu qui bougent un petit peu. Les exemples sont nombreux où les policiers viennent trouver des gens à la périphérie, mais vraiment à la périphérie des mouvements. Oui, il y a un tel qui est le cousin de un tel qui milite dans tel mouvement.
où les policiers viennent le trouver pour demander qu'il donne des informations, etc. Donc c'est même des gens à la périphérie qui sont écoutés, surveillés, qu'on essaie de retourner, etc. Donc je veux dire, je ne vois pas l'intérêt de prêter le flanc à quelque pression qu'il se soit. Enfin, je veux dire, c'est souvent la facilité. C'est pas l'intérêt, c'est des habitudes qu'on prend, voilà. et puis, une envie de se montrer, de montrer sa vie. Facebook, Internet et surtout Facebook flatte l'ego, flatte l'exhibitionnisme, etc. Oui. Bon, pour clôturer le sujet, je voudrais citer un camarade de la mouvance nationale qui disait que Facebook, c'est le rêve de la Stasi. C'est le rêve devenu réalité de la Stasi. Au lieu d'avoir des bureaucrates qui font des fiches, chacun remplit sa fiche. Donc faites très attention à ce que vous mettez en ligne. Nouveau sujet pour Paul, qui a lu un livre. C'est notre idole. Le mec, il a lu un livre. Oui, dont il voulait nous parler. Ouais, enfin, c'est un peu pompeux comme tu sens. Non, c'est voilà, effectivement, j'ai lu un livre. Oui, je voulais mettre en garde effectivement nos auditeurs sur un bouquin qui est paru maintenant depuis 6 mois, je crois. Ça va bien faire 6 mois. Intitulé Histoire passionnée de la France, qui a été commis par Jean Sévilla, qui est un pilier du Figaro magazine. Mais j'étais assez outré, d'entendre que dans les différents mouvements, que ce bouquin était encensé par les différents mouvements de la droite nationale, qu'en gros c'était un super bouquin. Vraiment, voilà, super. C'est vrai que les bouquins que Jean Sévilla avait écrits auparavant, à quelques bémols près, étaient plutôt intéressants et effectivement avancés dans notre sens, à quelques bémols quand même. Mais toujours est-il que ce bouquin-là est vraiment une escroquerie. Donc c'est vraiment une mise en garde que je fais. Ce bouquin-là est vraiment scandaleux. Puisqu'en fait il s'agit ni plus ni moins donc d'une histoire de France qui à mon sens n'est pas passionnée du tout, mais qui en fait sous un vernis vaguement conservateur en fait n'est ni plus ni moins que le Ferdinand Nathan, l'histoire de France vue par Ferdinand Nathan, c'est-à-dire qu'en fait on y retrouve tous les poncifs républicains, anti-catholiques, anti-français tout court, je veux dire là Anti-français, t'as un exemple? Oui, si, j'ai une multitude d'exemples par rapport à ce bouquin-là. Bref, bon, voilà, c'est vraiment une escroquerie en ce sens que ce bouquin est vraiment dirigé en direction effectivement du camp national, donc voilà, des conservateurs, enfin de la droite au sens très large. Et alors qu'en fait, voilà, c'est un bouquin vraiment dans le sens du système. On pourrait trouver le même à la Fnac, quoi. Ouais, voilà. Bon, il est à la Fnac, j'en suis sûr. Mais surtout, il est vanté partout comme étant, un bouquin de chez nous. Et non, ce n'est pas du tout un bouquin de chez nous. Sa vision de l'histoire est très conformiste et vraiment dans le moule du système. J'invite nos auditeurs à acheter et à lire l'article que j'ai, la note de lecture que j'ai commise dans le prochain héritage sur ce bouquin où je prends plusieurs points, je cite plusieurs passages du livre pour illustrer mon propos et pour bien faire voir que vraiment ce bouquin n'a rien à faire dans la bibliothèque d'un militant nationaliste ni même d'un Français patriote. Bien, nous voilà maintenant tous prévenus. Pour finir, Thibaut, oui. Je pense que nous pouvons dire un mot quand même d'une perte que le camp national a subie récemment. Oui, bien sûr, il est de rigueur de terminer cette émission sans oublier de saluer la mémoire d'Olivier Grimaldi, qui nous a quittés le 9 mars, dimanche 9 mars, après 2 ans de lutte contre une maladie pénible, voilà, à laquelle il a fait face courageusement. Olivier Grimaldi était un militant nationaliste, infatigable, qui a toujours été de tous les combats, catholique de tradition, qui était né en 1953, qui s'était engagé d'abord tout jeune à la Restauration nationale, et puis avant de fréquenter d'autres mouvements comme Ordre Nouveau. Et puis il est surtout connu pour avoir fondé au début des années 80 le Cercle franco-hispanique, qu'il a présidé jusqu'à la fin. Cercle franco-hispanique, qui éditait une lettre très intéressante, et qui avait donc pour objet de resserrer les liens entre les camps nationaux français et espagnols, et de faire connaître en France
les idées de la droite nationaliste espagnole, et notamment celle de José Antonio Primo de Rivera. Voilà, puis il donnait aussi régulièrement dans sa lettre des nouvelles de l'Espagne et puis de la résistance nationale en Espagne. Voilà, donc C'est à mettre en parallèle d'ailleurs avec le décès de Blas Piñar. oui, c'est vrai, il a rejoint Blas Piñar, figure historique du nationalisme espagnol, qui est décédé il y a quelques semaines, très âgé pour le coup, alors que Olivier Grimaldi est parti un peu tôt quand même, à 61 ans. Voilà, il a eu de belles obsèques à Saint-Nicolas du Chardonnay. Il y avait vraiment beaucoup de monde, et puis tout le camp national au sens large était d'ailleurs présent, représenté. Voilà, donc nous saluons sa mémoire et nous saluons encore une fois sa courageuse épouse. Effectivement, les plus jeunes de nos auditeurs ne le connaissent pas forcément, mais il est vrai quand même que pour plusieurs générations, il était quand même très très connu. Il a organisé de nombreux voyages en Espagne, dans le camp nationaliste. Il allait chaque année, oui. Voilà, les fameux dîners aussi avec Léon de Grelle et autres. Donc vraiment, il y a quand même il y a plusieurs générations de militants nationalistes qui le connaissaient très bien. C'était quand même une figure du mouvement nationaliste. Voilà, et puis avant de terminer, je voudrais aussi adresser un salut cordial à nos confrères de Méridien Zéro, une émission bien connue sur Internet maintenant, dont les locaux ont brûlé récemment. Donc bon courage pour la suite. Bien. Ben, merci messieurs. À bientôt. À bientôt. Merci.